Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre émission COVID-19 à vos questions sur ce plateau. Ce soir, nous recevons pour vous Dr Kokou Tossa. Il est bien sûr responsable du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Avec l'invité, nous allons aborder la situation bien sûr de COVID-19 au Togo, quid du dépistage massif. Qu'en est-il jusqu'à ce jour? On aura beaucoup plus d'idées avec l'invité. Docteur, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Monsieur Gay. J'espère que vous passez bien ce temps-là de crise sanitaire chez vous, dans votre district ou bien dans votre zone. Oui, comme vous l'avez dit, le Centre des opérations d'urgence de santé publique est du ministère de la Santé. OK. Donc ce centre est pleinement impliqué dans les activités de gestion du Covid-19 dans la cellule sectorielle de gestion qui a été mise en place dans le dit ministère. C'est basé où? C'est basé au ministère même ou au niveau du centre de prise en charge? Les activités de la cellule sectorielle se déroulent au sein même du ministère de la Santé. Et quant au centre des opérations d'urgence, c'est un service du ministère de la Santé également. Voilà. Nous allons aborder le thème du jour. Depuis plus d'un mois déjà, on est confronté à ce problème, à cette crise sanitaire au Togo. Tantôt, on nous dit de porter des masques, de laver les mains. Faut-il passer au dépistage de masques? Qu'en est-il à ce jour, concrètement? C'est vrai, comme vous l'avez dit, M. Gay, ça fait plus de 2 mois que le Togo vit la pandémie au coronavirus, Covid-19. Et très tôt, les mesures barrières ont été préconisées par le gouvernement. Le lavage des mains, la distanciation sociale, il faut mettre une distance de 1 mètre au moins entre les individus, éviter les regroupements de plus de 15 personnes, le port de masques obligatoire, entre autres mesures. Mais il faut dire que aucune de ces mesures, du moins les mesures de barrière, n'ont pas encore été allégées. Et pour le moment, vu l'évolution de la situation, il n'est pas question de revenir là-dessus. Nous insistons là-dessus. Il faut continuer à observer les mesures barrières. On enregistre des chiffres qui font vraiment peur en ces derniers jours, surtout au Togo. Qu'est-ce qu'on attend justement pour passer au dépistage de masse? Merci beaucoup pour cette question. C'est quoi le dépistage de masse? Le dépistage, d'abord, c'est que on n'attend pas que les individus soient malades pour rechercher chez eux des maladies. On va activement vers la population malade, comme surtout les non-malades. Et on les teste pour voir si jamais ils portent le virus de la maladie. C'est ça le dépistage. Mais dans la situation actuelle, c'est vrai que les tests se font sur les personnes suspectes, les personnes chez lesquelles, d'une part, leur état de santé, on suspecte qu'ils portent le germe, le virus, ou bien les personnes qui ont été en contact avec d'autres personnes qui ont fait preuve de porter le virus, ou des personnes qui proviennent des zones à risque, qui ont été en voyage et qui proviennent des zones à risque. C'est sur ces personnes-là qu'on fait le test présentement. Et cela donne les preuves. Donc, c'est suite à cette méthode de test-là que nous en sommes présentement à la situation actuelle du nombre de cas où on fait état au jour d'aujourd'hui à 219 cas confirmés. Mais qu'en est-il, comme vous l'avez dit, du dépistage massif? Vous voyez, le dépistage massif demande beaucoup de ressources.
c'est vrai qu'on peut citer l'exemple des pays qui l'ont adopté. Si le Togo ne l'a pas encore adopté, cela ne veut pas dire que le Togo n'a pas opté pour avoir un état une situation beaucoup plus claire de l'évolution de la pandémie ici. Il y a une autre solution. Quand on ne peut pas aller massivement au sein de la population avec des moyens pour mesurer la situation d'une maladie, il y a une méthode. Il y a ce qu'on appelle les études randomisées. C'est-à-dire qu'on fait un échantillonnage. C'est-à-dire qu'on fait le dépistage sur un groupe de personnes. Mais randomisé, ça veut dire que ce groupe de personnes a été sélectionné de manière aléatoire, au hasard, comme la nature fait les choses. Donc, il y a des méthodes pour le faire. Et en sélectionnant, c'est-à-dire en choisissant ces personnes au hasard, on peut se dire que ces personnes représentent la population totale. Parce que ça a été choisi au hasard. Et comme la nature fait ces choses au hasard. Donc, cette méthode permet de dire que ce petit groupe de personnes, que ce soit 300, 400, 500 ou bien 5000, ce groupe de personnes peut représenter toute la population. Et d'ailleurs, le Togo a déjà opté pour cette méthode et les moyens sont réunis pour réaliser cette étude randomisée qui va nous donner, au finish, lorsque ce sera terminé, une idée claire de la circulation du virus dans la population. Au vu de ce qui se passe actuellement dans le pays, avec ces chiffres qu'on enregistre au jour le jour, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette étude randomisée, passer à cette étape de la chose? Est-ce qu'il n'est pas urgence maintenant de passer peut-être au dépistage de masse quand on essaie de voir pratiquement au nord du pays, au niveau des frontières, on n'est pas vraiment en sécurité? Oui, c'est vrai que la situation est inquiétante, mais on ne peut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle. On ne peut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle parce que nous comprenons ce qui se passe. Nous avons eu des cas, et ces cas ont eu des contacts qui développent la maladie. Mais malheureusement aussi, nos frontières sont poreuses. Et des populations continuent de rentrer par nos frontières pour aggraver notre situation. Et puis les pays environnants aussi gèrent à leur manière la situation liée au Covid-19. Donc nous importons toujours des cas présentement. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la situation dans le Mo, à la frontière du Ghana. C'est nos concitoyens qui sont rentrés après le confinement du Ghana qui ont apporté le Covid-19 au niveau de la plaine du Mo. Ils sont passés par Tindiassi et puis Diarpanga. Justement, et les autres localités. Diarpanga. Oui. Et actuellement aussi, il y a d'autres frontières qui sont pourvoyeuses aussi de cas dans notre pays. Alors, nous comprenons ce qui se passe. C'est pourquoi la mesure phare, c'est en tout cas les mesures barrières. Les mesures barrières qui nous permettront encore de couper la circulation du germe et puis les autres mesures de confinement qui ont été proposés. En tout cas, tous les cas qui sont en train d'être détectés sont rapidement suivis et pris en charge. Et donc, ces stratégies pourront nous permettre vraiment de contrôler la situation. Et il faut vraiment qu'on trouve une solution à la porosité des frontières avec la collaboration de tous les ministères qui sont impliqués dans la gestion de ces frontières, justement, pour que les efforts du ministère de la Santé portent leurs fruits. Vous parlez bien sûr des moyens qui sont bien sûr réunis pour l'étude randomisée, c'est ça? Tout à fait. On attend quoi pour commencer? Si les mesures sont déjà réunies. Une étude de cette envergure, en fait c'est une étude de grande envergure qui va incorporer, sélectionner un grand nombre de personnes pour que l'échantillon, ce groupe-là, représente toute la population. Vous voyez, on est plus de 7 millions d'individus au Togo. Et prétendre faire représenter 7 millions d'individus par peut-être 5 000 personnes, ce n'est pas aisé. Il faut écrire. Il faut une méthode de sélection. Déjà, d'autres études ont été menées et les résultats sont prêts. Mais il faudrait que la grande étude puisse prendre en compte les leçons tirées des petites études.
Donc, c'est tout ce tas-là de réajustement, d'arrangement technique qui, pour le moment, sont en train d'être faits pour aller à l'étape supérieure. Il y a une urgence là, une urgence sanitaire. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que ça traîne un peu on voit ce qui se passe sur le terrain. On enregistre, il y a de cela 3 semaines, voire 1 mois, c'est 2 personnes, 3 personnes. Maintenant, on est au-delà de 10. Hein. Ces 5 derniers jours-là, vraiment, on a tellement enregistré 20, 15, 10, ainsi de suite. Oui, vous savez, vous avez vu la courbe de l'évolution du Covid-19. On est dans une situation où aujourd'hui, on peut dire que le virus circule largement sur le territoire national au sein de la population. Et dans cette situation, on connaît un peu comment les cas évoluent, comment la cinétique, la vitesse de survenue des cas. Et on est justement dans ce schéma-là où ça va évoluer ça va évoluer rapidement. Donc, au fait, ce n'est pas étonnant. Les services techniques s'attendent à une telle situation. S'attendent à une telle situation. Et les mesures, je l'ai déjà dit, les mesures de contrôle sont vraiment à point. Mais une chose est de parer à la situation actuelle. Une autre chose est de voir quelles mesures prendre à l'avenir. Et donc, cette étude va nous permettre de nous projeter dans le futur pour que les mesures qui sont prises actuelles n'arrivent pas à un moment où on n'a pas suffisamment de moyens. C'est justement pour permettre à ce que les moyens que nous avons réunis, l'effort de mobilisation de ressources continue. Parce qu'actuellement, des ressources très importantes ont été mobilisées. Mais dans quel sens continuer à les mobiliser? Est-ce qu'on en aura toujours besoin à cette échelle-là ou bien on en aura besoin plus? Donc, c'est une des finalités de cette étude-là, puisque actuellement, quand même, les malades que nous avons eus, nous avons un taux de guérison intéressant, assez intéressant. Beaucoup de gens en guérissent. Et aussi, quand même, la plupart des personnes, des alertes, sont investiguées par nos services de santé. Et les cas contacts, la grande majorité de nos cas sont suivis. Et les malades sont suivis dans un centre dont les capacités sont loin d'être dépassées aujourd'hui. Voilà, donc la situation est quand même sous contrôle, mais il faut veiller à ce que les moyens mobilisés, il n'y ait pas une cassure dans la mobilisation des moyens. C'est pourquoi nous devons nous projeter dans le futur. Alors, quand on essaie un peu de voir, au Ghana, on a déconfiné, au Burkina, la plupart des mesures ont été bien sûr allégées. À Cotonou, au Bénin, le cordon sanitaire, tout a été enlevé. Est-ce que vous pensez avoir des chiffres fiables en matière de ces études randomisées dont vous parlez là, dans 2 semaines, 3 semaines, quand il y aura des allers-retours de tous les deux côtés, hein? Les gens vont quitter le Togo pour aller au Bénin, d'autres vont quitter le Bénin pour venir au Togo, ainsi avec le Ghana, également avec le Burkina Faso. Normalement, ce n'est pas possible, c'est va-et-vient, puisque les frontières sont fermées. Et je l'ai dit à l'entrée. Ça, c'est officiellement. Oui. Bon. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui peut-être veut rentrer dans le Togo et se trouve peut-être à Ro, c'est facile pour lui de passer par Clomayon, on dit, et d'être dans le Togo. Avec Yéviépé, c'est facile. Justement. Voilà, ceux qui sont peut-être du Bénin, bon, je ne sais pas, avec Agomeglozu, c'est vite fait, avec Agbanake et autres, au nord du pays, au niveau de Tanguété, c'est vite fait également. Vous voyez un peu? Non, justement, je suis d'accord avec vous, hein, nos frontières sont artificielles. C'est les mêmes peuples. On ne va pas empêcher une poule de quitter le Togo pour rentrer au Bénin. Non, aussi bien son propriétaire peut aller rentrer. Ouais. Bon, de toutes les façons, cette situation est réelle. Je l'ai dit au début, hein, la porosité des frontières ne nous arrange pas du tout. C'est pour ça que une des stratégies majeures actuellement serait de stabiliser la situation à ces frontières-là pour que les entrées soient limitées. Et c'est pourquoi au ministère de la Santé, aujourd'hui, les communautés, les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs administratifs au niveau local, tous sont mobilisés dans le contrôle et le suivi des voyageurs. Donc, au niveau de nos communautés, au tréfonds de notre pays, quand un voyageur rentre, les communautés sont appelées à l'identifier et à signaler
son entrée au service technique pour que ce voyageur soit suivi. Et ça, c'est très important dans la situation que nous vivons actuellement parce que nous faisons des efforts énormes pour contrôler la situation. Malheureusement, il y a ces populations qui rentrent. Parfois, ce n'est pas nos confrères. Et même si c'est nos confrères, il faut qu'on les suive pour éviter qu'il n'importe encore les cas. Alors, la situation des frontières aujourd'hui, on doit vraiment assainir la situation au niveau de nos frontières, assainir en termes d'entrée clandestine et illégale. Voilà, parce que ces frontières sont fermées. Quand on parle bien sûr des frontières avec ces pays limitrophes, il faut aussi parler bien sûr de l'espace aérien. Quand on entend qu'une compagnie va commencer par desservir les pays d'Afrique dans peu de temps, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je pense que tout est pesé dans les mesures qui sont prises aujourd'hui. On a vu au départ, il a suffi juste que cette compagnie-là desserve 2-3 fois le Togo, le Bénin, et puis on a enregistré des cas, on a dit 2 cas aujourd'hui, demain c'est 15 cas, et ainsi de suite. On se dit, mais dans les jours qui viennent, or dans ces pays-là, c'est pas vraiment ça la situation. Oui, c'est une situation où plusieurs paramètres rentrent en jeu dans la prise de décision. Il y a l'état sanitaire, il y a les implications, les urgences économiques également. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour en arriver à ce contrôle-là, il a fallu que des avions arrivent de beaucoup d'horizons et qui nous apportent de l'équipement, du matériel sanitaire. Apporter de l'équipement, oui, mais le cas actuel, c'est pas vraiment l'équipement, c'est des passagers ordinaires qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Hein. Oui, bon, je pense que ces mesures doivent être accompagnées aussi des précautions pour vraiment minimiser les risques de transmission, notamment le contrôle des voyageurs au départ et à l'arrivée. Et là, je crois que nous avons déjà pris des mesures pour le suivi des voyageurs et ne serait-ce que la porosité de nos frontières terrestres, ce problème était réglé depuis. On va jeter un coup d'œil sur les chiffres, bien sûr, de la cellule Riposte d'information officielle du gouvernement. À la date du 13 mai 2020, au Togo, la situation se présente comme suit. 112 cas actifs, 96 cas guéris, 11 décès, 219 cas confirmés au total. Un petit détail sur ces chiffres-là, 333 personnes testées sont positives. Ces 20 personnes dont l'âge est compris entre 9 et 59 ans sont tous des contacts et se repartissent comme suit. 2 femmes et 2 hommes dans le district d'Agoué, 6 hommes dans le district 3 à Lomé, 2 hommes dans le district 5 à Lomé, 8 hommes dans le district 1 à Lomé. 4 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 96 le nombre total des patients guéris de Covid-19. Il faut noter que le Togo a enregistré à la date de 13 mai 2020 219 cas confirmés de Covid, dont 96 guéris, 11 décès et 112 actifs. Au total, 11 374 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. C'est les chiffres, bien sûr, du 13 mai 2020. Voilà un peu le tableau du Togo. Hein. On enregistre des guéris en nombre, on enregistre également des cas confirmés en nombre également. Ce qui veut dire que, ça se stabilise, on dira, ou bien comment, dans votre jargon. Non. Ou bien c'est l'équilibre qu'on est en train de... Non. Si vous faites l'analyse de la courbe, les nouveaux cas sont en train d'augmenter. On ne peut pas dire que... Si on s'en tient aux chiffres, on ne peut pas dire que ça se stabilise. Voilà. Au contraire, ça montre une croissance, une évolution en nombre, en chiffres. Et je voulais dire, nous, on s'y attend, puisque à un cas confirmé,
on se réfère à plusieurs cas contacts. À plusieurs cas contacts. Si on détecte une personne qui héberge le virus, que cette personne ait les signes extérieurs ou non, on s'attend que à cette personne-là, il y ait plusieurs contacts. C'est pour ça que justement, on va vers ces contacts-là de manière active. Donc, si vous avez ces 20 personnes qui sont testées là, les nouveaux cas, parce qu'ils ont été testés positifs, c'est qu'ils ont eu le virus. À chacune de ces personnes aussi, il y a des contacts. Il y a des contacts. C'est pour ça que nos équipes ne sont pas au repos, pas du tout. Il faut aller vers tous les contacts de chacun de ces 20 personnes. Et ça fait un essaimage. Ça va en exponentiel, ça va en tâche d'huile. Et c'est ça la cinétique à laquelle on s'attend. Maintenant, ici, c'est par rapport à nos activités qu'on découvre ces cas-là. Voilà. Mais si une personne n'a pas été touchée par ce système-là, on ne va pas la détecter. C'est-à-dire que on ne peut pas aussi aller vers tous les contacts. C'est les contacts connus. Il y a des contacts inconnus. Il y a des contacts inconnus où maintenant la transmission communautaire des cas qu'on détecte et qui ne sont liés à aucun contact. Ça se passe aussi aujourd'hui. Et donc, tous ces cas-là, si ils ne sont pas symptomatiques, s'ils ne sont pas suspects, ils circulent dans la population. C'est par rapport à l'activité, à l'activité de nos services que nous détectons ces cas-là. Le problème, c'est que on peut avoir le virus sans manifester de maladie. C'est ça. Et la guérison aussi est plus ou moins spontanée. Au bout d'un temps, la personne, on constate que la personne n'héberge plus le virus. Elle est guérie. Et c'est la situation que nous vivons. Mais cela n'empêche pas quand même d'avoir une idée précise de la circulation du virus dans la population, parce qu'il y a quand même quelques décès. Et ça paralyse la situation économique. D'où la problématique que nous venons d'évoquer. Il faut avoir une idée de la circulation. C'est pourquoi nous avons opté pour l'étude randomisée qui nous donne une idée réelle afin que nous puissions mener une lutte éclairée, une lutte basée sur des faits précis, des faits objectifs, afin de pouvoir projeter la suite et gagner cette lutte-là. Parfait. Nous allons commencer par prendre les questions laissées sur la plateforme. Le 70 26 76 76, c'est une plateforme WhatsApp sur laquelle vous pouvez nous laisser vos questions et nous ferons le plaisir de relayer cette question-là auprès, bien sûr, de notre invité du jour. La première question nous dit ce qui suit. Bonsoir, monsieur. Juste pour avoir des informations sur Covid dans le monde entier. Bonne journée. La situation dans le monde aujourd'hui, on sait que ça va plus ou moins dans les pays qui étaient, les premiers, les États-Unis. À part les États-Unis, on a d'autres pays aussi. Est-ce qu'on peut être tenté de dire que ça va plus ou moins bien dans le monde? Bien sûr que la Chine a vaincu l'épidémie depuis plus d'un mois. Et c'est maintenant des cas importés qui arrivent en Chine aussi. Donc la Chine est loin de l'épidémie, de la pandémie. La Chine est passée déjà à une situation de relèvement que nous appelons dans notre jargon relèvement. Et la situation en Europe aussi, beaucoup de pays européens sont déjà passés par le pic épidémique et la situation est en train de rentrer progressivement à la normale. Et dans notre pays aussi, si on avait eu une idée précise, nous pourrions dire avec précision aussi que le pic est passé ou non, parce que c'est par rapport à nos activités que nous découvrons des cas. Ou bien c'est le moment? Oui, probablement, on peut dire quand même que c'est l'activité de nos services qui font qu'on continue de détecter des cas et puis la porosité des frontières. On peut s'attendre aussi que la situation soit sous contrôle dans quelques jours, quelques semaines. Et de toutes les façons, certaines études disent que
la descente de la courbe ne va pas être abrupte. Donc, il faut s'attendre à ce que quand même il y ait des cas sporadiques pendant encore plusieurs semaines. Tout ça là jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je pense que il serait vraiment prétentieux au jour d'aujourd'hui. Je dis parce que certaines analyses disent qu'on peut rester dans cette situation jusque vers juillet. D'autres disent que ça peut aller jusqu'à la fin de l'année avec des cas sporadiques, mais pas avec la même intensité. Jusqu'à la fin d'année, hein? Oui, il y a certaines analyses qui le disent. Non, mais c'est trop. Il y a certaines analyses qui le disent. Mais en fait, ce ne sera pas la même allure. OK. Ce sera des cas sporadiques, des cas par ici, par là. Et dans ce cas aussi, nous allons mettre en jeu des stratégies pour nous y adapter. Parce que ça ne va pas finir totalement. Vous voyez la situation de la Chine. La Chine est passée par la catastrophe, c'est terminé, mais cela ne veut pas dire qu'il y a 0 cas au jour d'aujourd'hui. Mais il y a des cas qui sont réintroduits. Et donc, c'est qu'il faut que les gens se disent peut-être que ça peut durer et qu'il ne faut pas baisser la garde. Parfait. Une autre question que nous allons prendre avec l'aide technique, elle nous dit ce qui suit. Bonsoir messieurs, merci pour l'émission, merci à vous aussi. S'il vous plaît, est-ce que les responsables chargés de Covid ne peuvent pas donner les noms des voyageurs testés positifs et leur localité sur les médias pour que les personnes en contact direct avec ces gens puissent dénoncer pour qu'on les mette en quarantaine pour leur bien et le bien de la population? Il va falloir peut-être commencer dans les jours qui viennent par à nous donner. Non, écoutez, il y a quand même, il faut dire ce qui est positif, c'est que plusieurs voyageurs se dénoncent eux-mêmes. Plusieurs voyageurs se dénoncent eux-mêmes et se mettent en confinement, en autoconfinement. Alors, je voudrais dire, mettons-nous à la place de ces personnes-là, que nous sommes rentrés de voyage et on diffuse nos identités pour dire, voilà, celui-ci est rentré, quand vous le voyez, signalez-le nous, et puis la stigmatisation va faire son chemin et tout le reste, les persécutions. Je crois qu'il faut éviter ces effets, ces comportements qui peuvent paraître des effets pervers. Mais c'est qu'il faut jouer sur la conscience des gens. Et heureusement, ça marche. Nous avons connu des personnes touchées, atteintes, qui sont venues eux-mêmes vers nous, qui sont venues elles-mêmes vers nous. Et dans les débuts, il y avait plusieurs voyageurs qui se sont signalés et ça continue d'arriver. Maintenant, c'est dans les zones rurales, au niveau de ces frontières terrestres, où par exemple, certaines populations sont moins informées et autres, que le problème se pose. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place le système communautaire. Justement, dans les communautés rurales, dans les zones reculées, dans les villages, les gens se connaissent. Et là, vous n'avez même pas besoin de les identifier pour dire non, c'est son voisin qui lui dit gentiment qu'il y a une maladie, va te montrer ou bien va te signaler à l'agent de santé d'à côté. Et donc, dans les communautés, juste ça se passe déjà dans nos frontières terrestres. Et c'est justement ce qui est encouragé par nos services pour pouvoir freiner un peu ce phénomène-là. Merci beaucoup. Une autre question. J'aimerais savoir comment réussir à se débarrasser du Covid. Est-ce que c'est possible tout seul de se débarrasser de Covid-19 ou on vient forcément au niveau du centre de prise en charge à Lomé commune? Mais on ne peut pas se débarrasser. Parlons au niveau individuel. Au niveau individuel, un individu ne peut pas se débarrasser du Covid-19 tout seul. Parce qu'en faisant l'effort, même ça peut se compliquer. Vous pouvez avoir des signes et en mourir. Et si vous ne vous faites pas signaler pour qu'on vous confine, vous devenez une menace pour votre entourage, votre famille, votre communauté et la société tout entière. Fort heureusement, il y a des méthodes de prise en charge qui, dans nos formations sanitaires, vous permettraient donc, dans ce cas, de vous débarrasser très rapidement du Covid-19. Et voilà la situation où nous avons un taux de guérison très élevé. Hier, par exemple, sur TVT, plusieurs patients qui ont hébergé le virus ont témoigné sur comment ils ont été traités dans nos formations sanitaires et comment ils ont guéri. Et nous les avons vus.
Donc, se débarrasser tout seul de Covid-19 est suicidaire pour soi et pour la communauté. Le mieux, c'est de sonner le 111. Merci beaucoup. Le mieux, c'est d'en appeler au 111 pour qu'on vous prenne en charge, pour qu'on vous isole de votre famille et de la communauté, pour qui vous devenez une menace du fait que vous portez le virus et que vous pouvez le transmettre rapidement. Parfait. On va prendre une nouvelle question qui nous dit c'est qui salut, beaucoup de Ghanéens arrivent au grand marché par la frontière de Ségbé. Ça, c'est une alerte. Hein? Ségbé, finalement, est devenu... je pense que c'est... Sinon, non, c'est des informations qui arrivent à notre niveau, que nous prenons au sérieux et nous devons vraiment veiller à ce que ces frontières ne soient pas pourvoyeuses d'introduction de personnes, risquent donc de continuer à importer le virus dans notre pays. C'est des informations que nous prenons en compte. Parfait. Il y a d'autres localités également, il n'y a pas que Ségbé. Bien sûr, il y a d'autres localités. Il y a plein de frontières, vous les avez citées, sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue, voilà. D'aucuns seront même tentés de passer par au niveau de la mer, même prendre... Oh, bien sûr, bien sûr. Mais non, il y a aussi quand même des mesures qui sont prises au niveau par les forces de sécurité, au niveau de ces points de passage, les bits, voilà. dont on a parlé justement. On va également jeter un coup d'œil sur cette nouvelle question qui nous dit bonsoir le plateau, merci à vous pour le travail abattu, merci aussi à vous. Et s'il vous plaît, qu'est-ce que vous mentionnez par cas actif? Ah oui, cas actif, cas confirmé, cas guérison. On va aller point par point. Pour un profane qui n'est pas du domaine, quand on dit cas actif, c'est quoi concrètement? Bon, je ne vais pas aborder la question dans son ordre à lui. Voilà. Un cas confirmé, c'est un cas qui a été testé au laboratoire et on a trouvé chez lui le virus. Alors, quand on dit cas, c'est une personne, en fait. Il faut c'est dire une personne chez qui on a fait le prélèvement. Oui, justement. Et ça s'est révélé que la personne traîne la maladie avec elle. C'est ça qu'on appelle cas confirmé. Cas confirmé. Confirmé par le laboratoire. Confirmé par le test de laboratoire. Voilà. En fait, c'est ça qui est objectif. C'est ça qui trouve que la personne porte le virus. Et c'est la confirmation, justement. Voilà. Sinon, le médecin peut suspecter. C'est pourquoi on parle de suspecter. On suspecte. Parce que soit la personne a des signes, ou la personne a été en contact avec une autre personne qu'on lui atteinte, ou bien la personne vient d'une zone à risque, une zone où le virus circule. Mais on a suspecté. Mais la confirmation, c'est le laboratoire. C'est l'analyse de laboratoire. C'est pourquoi on parle de confirmer. Maintenant, il a demandé qu'à guérir. Oui. Oui, c'est une personne qui a été chez qui on a confirmé l'existence du virus. On l'a traité et au cours du traitement, on continue à vérifier l'existence du virus. À un moment donné, on constate, par le laboratoire toujours, que le virus a disparu de son organisme. Et là, on déclare cette personne confirmée et on la laisse rentrer. Voilà. Mais cette personne, une fois guérie, cela ne veut pas dire que cette personne n'aura plus jamais le virus. Il faut que cette personne se comporte très bien, respecte les mesures barrières. Maintenant, les cas actifs, c'est les personnes chez qui on a confirmé le virus et qui ne sont pas encore guéris. Sont en traitement. Sont en traitement ou bien sont en confinement. Sont en traitement ou bien sont en confinement. Enfin, ces cas actifs, ça veut dire que le virus est encore là. On n'a pas encore eu la preuve que le virus a disparu. Voilà. Et l'organisme sous traitement. Voilà. C'est ça, sous traitement ou bien après suite au suivi. Voilà. Et pour le cas des... Il a demandé 3. Pour décès, ça vous comprenez plus ou moins. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il faut noter quand même que ces décès, il y en a pour la plupart dans la situation de notre pays. C'est vrai que ces décès sont survenus sur des personnes qui portent le virus, mais ces décès sont dus à des maladies que ces personnes-là portaient avant de contacter le virus. Et donc, le virus est venu aggraver une maladie existante. Et c'est pour ça qu'on a eu ce nombre
de décès parce que ces cas ont consulté tardivement. Voilà. Maintenant, c'est clair, hein? Je pense que c'est clair pour le téléspectateur ou la téléspectatrice. Une nouvelle question sur le 70 26 76 76. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous procéder pour empêcher la propagation de Covid, puisque dans la prison civile de Lomé, une personne contaminée a réussi à s'enfuir? Ne serait-ce par hasard un agent de propagation? Oui, merci pour cette question. Un fuyard, un ancien prisonnier, il ne se fait pas déceler. Il ne se fait pas déceler, il se cache. Mais dans sa cachette, certainement qu'il a besoin de se nourrir, il a besoin d'un minimum de relations. Est-ce que vous avez quand même les coordonnées de ces prisonniers-là? Des complices. Je ne peux pas vous dire vraiment son identité oui, non, pas l'identité, est clairement établie. Oui. Est clairement établie. Je ne peux pas vous dire ça, je ne suis pas des services de pénitencier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen imparable d'éviter la propagation du virus, c'est de respecter les mesures barrières. Il faut que chaque individu arrête la propagation du virus, d'où qu'elle vienne. C'est les mesures barrières. Le lavage des mains, le port de masques, la distanciation sociale, le respect des mesures dans les lieux de rassemblement, les marchés. Et c'est ça seulement qui va nous permettre, en dehors de l'effort que font les services techniques, que fait le gouvernement et les autres organisations, que nous pourrons arrêter le virus, parce qu'il faut que chacun s'implique. Et les mesures barrières sont imparables dans la coupure de la chaîne de transmission du virus. C'est à là qu'on doit en arriver. On a beau faire, si chaque individu ne coupe pas le chemin au virus, ça peut continuer. Et c'est pour ça qu'il faut respecter justement ces mesures jusqu'au couvre-feu. Et là, quand vous portez votre masque, si vous rencontrez ce prisonnier, vous n'aurez pas le virus. Justement. Mais si vous lavez régulièrement les mains, là où ce prisonnier a posé sa main, ou bien la surface sur laquelle il aurait éternué, si vous vous lavez les mains, vous allez vous débarrasser du virus qu'il aurait laissé là-bas. Donc là, il faut que chacun à son niveau constitue une barrière pour la transmission du virus. Ça, c'est pour le fuyard, mais ceux qui sont encore dans la prison. Oui, nous avons les informations sur des mesures urgentes qui sont en train d'être prises. Vous savez, la lutte contre le Covid-19 est une lutte multifacette. Aujourd'hui, ces groupes particuliers attirent notre attention. Attire notre attention et des stratégies nouvelles sont en train d'être rapidement prises. Et le problème est pris à bras le corps pour que la transmission soit également contrôlée au maximum dans ces groupes particuliers que constituent. Il faut qu'il y ait des dépistages systématiques au niveau de la prison. Hein. Peut-être que c'est pour le mec qu'on connaît dans les jours qui viennent, on ne sait jamais. Oui. Dans les prisons de l'intérieur du pays, il faut qu'on veille vraiment. En tout cas, toutes les organisations impliquées dans cette lutte s'y activent vraiment de manière très diligente. Parfait. C'est très préoccupant. Merci, docteur Kokou. Ça, on va continuer par prendre les questions et on évolue vers la fin de cette émission. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, en quoi le masque est-il important que la vitrine Jonathan Assaoudé Akara? Merci beaucoup, monsieur. Ça dépend des situations. C'est que le masque, on peut partir avec, passer partout avec son masque. Même quand vous prenez une moto, vous avez votre masque sur vous. Mais la vitrine dont vous avez parlé, par définition, une vitrine, c'est un dispositif fixe. Oui. Et vous restez protégé derrière. Mais après votre service, ou bien après la situation qui vous a exposé, enfin, où vous avez utilisé la vitrine, vous partez. Et avec vous, maintenant, il faut un masque. Et le masque, du fait qu'on porte le masque partout, même en famille, si vous voulez, même dans le lit, vous pouvez porter votre masque. Donc, je pense qu'il est évident que le masque est très important et son usage est beaucoup plus étendu
que celui de la vitrine. Voilà. Donc le masque demeure toujours le meilleur... le lavage des mains, bien sûr. Oui, le masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Parfait. Une nouvelle question nous dit ce qui suit. Bonsoir le plateau. Pourquoi chaque pays africain sort son protocole de traitement alors que les autres continents travaillent ensemble? Je ne sais pas si la question est une information assez bien vérifiée parce que en Europe, chaque pays, plus ou moins, on a vu... Non, c'est vrai que je peux dire que des efforts se font maintenant au niveau de la sous-région ouest africaine pour essayer d'harmoniser les protocoles. Il y a des rencontres ministérielles, et en tout cas des rencontres de très haut niveau qui cherchent donc à harmoniser tous ces protocoles. Mais si un savant dans un pays trouve une méthode et que son pays s'entend avec lui, cela ne veut pas dire que tout le monde va suivre du jour au lendemain cette méthode-là. Donc, on a intérêt à harmoniser, bien sûr, mais donnant la chance aussi à des expériences positives, ça et là, d'être utilisées pour le bien des malades. Ce qui veut dire que chaque pays est libre de faire le choix du protocole de traitement. C'est pas quand même à imposer. Non, bien sûr que on a vu le Madagascar avec son produit... qui s'est révélé efficace avec près de 0 cas de décès. Donc, tous les pays ont leur comité scientifique et leur instance de décision. Une nouvelle question sur notre plateforme. Ce qui suit, pourquoi ne pas imposer le port de masque à toute la population togolaise? Voilà la question. Cette question la revient très souvent. Pourquoi ne pas imposer peut-être le masque, le port obligatoire, voilà, à tout le monde? Il est bien sûr dit que c'est conseillé, il faut porter les masques si vous êtes en public, voilà. Mais l'imposer systématiquement, comme dans d'autres pays. Non, on est d'accord. Dans la pratique aujourd'hui, quand vous rentrez dans certains marchés de Lomé, la plupart des marchés, si vous n'avez pas le masque, on vous retourne. Dans la pratique, c'est devenu fortement recommandé. Maintenant, est-ce que vraiment le masque à son prix actuel est accessible vraiment à tout le monde tous les jours? Voilà la question. Donc, je pense que nous sommes avertis et selon les situations, il faut donc que les gens sachent le risque qu'ils encourent et que par rapport à leurs moyens, ils collaborent à ces mesures qui sont prises. En tout cas, le masque, à défaut d'être obligatoire, le port de masque, à défaut d'être obligatoire, est fortement recommandé. Et fort heureusement, les populations l'ont comprise. Et donc, si on n'a pas les moyens de s'offrir un masque tout le temps, il y a des masques en matériel qui permet leur réutilisation après lavage. Donc, il faut que chacun prenne le problème à bras le corps et qu'on contribue dans la mesure de ses moyens à porter le plus souvent possible le masque. Et en tout cas, si on n'a pas les moyens, se laver au moins les mains, je crois que c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est au moins facile. Ouais, c'est facile. On peut se laver les mains. Et la distanciation sociale, bien sûr. Merci. On prend encore 2 ou 3 questions pour clore cette émission de ce jour. Et la question qui nous vient nous dit ce qui suit. Bonsoir, docteur et monsieur le journaliste. Bonsoir, merci beaucoup. Nous apprenons que l'Afrique veut rouvrir la circulation aérienne avec Air France. Ne pensez-vous pas que cela risque de faire vivre à l'Afrique ce qui se passe en Europe et aux États-Unis? Le coronavirus ne fait plus encore peur. Voilà. Oui, pour l'instant, c'est des informations qui nous parviennent. Je pense que il est de l'intérêt de nous tous que nous prenions les mesures qui garantissent vraiment la sécurité sanitaire. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, que ce soit nos dirigeants ou bien de la population en général. Et je ne doute pas un seul instant que ces objectifs primordiaux soient toujours maintenus et comme priorité.
Une dernière question pour clore cette émission. La dernière question nous dit: c'est qui suis. Bonsoir le plateau, merci pour l'émission. Mon problème est de savoir s'il y a des dispositions prises dans les cantons et villages pour mettre en quarantaine les aventuriers venant des autres pays afin de voir s'ils sont contaminés ou pas. Bonne émission. Bon, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de village ou de canton où il n'y a pas une formation sanitaire, un centre de santé. Et tous nos centres de santé sont avertis et nous avons un circuit de gestion des malades. Même si le centre de santé n'a pas quelque part où isolé, le centre de santé le plus éloigné dépend d'un centre de santé plus grand où les dispositions sont prises pour isoler les personnes suspectes ou bien les voyageurs ou les personnes contacts. De toutes les façons, cet isolement ne dure pas puisque dans les 24 heures au maximum, nous avons les résultats du test. Et une personne qui est isolée, c'est pour qu'on lui fasse le test. Parce qu'elle est suspecte, il faut le tester. Et la partie de l'INH qui est déplacée à Caras commence par travail déjà? Oui, cette partie de l'INH est fonctionnelle. Ok. Donc c'est déjà la fin de l'émission, peut-être votre dernier mot avant qu'on se quitte. Je crois qu'il faut que tout le monde fasse de ce Covid-19, tout le monde sache qu'il peut faire quelque chose. Et donc, ne laissons pas passer le virus, respectons les mesures barrières. Et que de manière communautaire, nous puissions barrer le chemin aux entrées dans nos frontières secondaires, au niveau des frontières terrestres. Et c'est un appel aux leaders communautaires et à toute la population. Merci à vous, Dr Kokou Tossa. Vous êtes bien sûr responsable du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.